Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Cette semaine, on s'intéresse à l'état des droits des femmes dans le monde. Les années se suivent et les inégalités femmes-hommes ne semblent pas reculer, bien au contraire. C'est notre constat ici à Actuel. C'est aussi celui de Courrier International, l'hebdomadaire d'actualité qui scrute plus de 1500 médias du monde entier et tire la même conclusion au point d'y consacrer un numéro spécial. Femmes, le combat continue. Et pour en parler, j'ai la joie de retrouver un visage familier d'Actuel. Ingrid Terwat, bonjour. Bonjour Laure. Vous êtes journaliste à Courrier International, chroniqueuse régulière ici à Actuel et donc de retour sur ce plateau après une petite pause. Ingrid, qu'est-ce qui a poussé la rédaction de Courrier International à consacrer un numéro spécial au combat des femmes ? Alors, on a fait ce hors-série avec un sentiment d'urgence très fort. Alors, pourquoi cette urgence ? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et le dernier hors-série, en fait, ces dernières années ? Il s'est passé qu'aux États-Unis, l'avortement, le droit à avorter, est en recul et quasiment été balayé. Le recul sur Roe contre Wade. Exactement. Il s'est passé qu'en Iran, Mahsa Amini est morte, ce qui a été le début d'une vague un peu de révolution de la société civile, avec les femmes qui sont au front, en première ligne. Il y a le procès Liberté, dont on a beaucoup parlé ici d'ailleurs. Tout à fait. Le procès Pellico, qui a fait évidemment couler beaucoup d'encre en France, qui a eu un retentissement international. L'élection pour un deuxième mandat de Trump. Donc on est vraiment dans ce moment de backlash, c'est-à-dire de recul en arrière immense. Et pour autant, on a voulu donner la parole et mettre en avant les femmes qui sont au combat, qui ne se laissent pas faire, qui ont des choses à dire évidemment, et des combats à mener. On a voulu vraiment mettre toute cette résistance et cette urgence en avant. Alors, vous parlez de très nombreux pays dans ce numéro, évidemment des femmes afghanes, car c'est depuis 2021 le retour des talibans, elles qui subissent probablement le plus fort backlash. Et vous avez publié le témoignage d'une journaliste afghane. C'était très important pour nous. Justement, c'était notre devoir, c'est aussi notre devoir de refléter ce qui se passe dans la presse internationale. Et c'est une journaliste qui s'exprime sous pseudonyme, qui écrit pour raconter comment elle travaille. Elle écrit dans un site d'information, Zan Times, qui a été fondé par des femmes journalistes pour résister aux talibans en 2021 et qui est publié en exil et qui est basé au Canada. Cette journaliste raconte son quotidien de femme au travail, sur le terrain, pour recueillir la voix d'autres femmes. Elle raconte qu'on l'oblige à mettre un hijab, un tchador, des gants, des chaussettes, par-dessus tout ça, une burqa, qu'elle doit souvent faire son travail en voyageant dans le coffre d'une voiture, que les femmes qu'elle interroge souvent ont très peur de lui parler et que malgré toutes ces pressions, malgré l'angoisse constante, il lui paraît plus important que jamais de faire son travail et c'était très important pour nous de le traduire en français et de le faire lire. De l'accompagner, de faire porter cette voix, effectivement. Il y a une autre voix que vous portez, c'est celle de l'autrice américaine et féministe, d'ailleurs, Rebecca Solnit. C'est dans El País et c'est un propos assez déculpabilisant, finalement, pour dire que si finalement, en 60 ans, on n'a pas renversé le patriarcat, c'est pas si grave et que le combat continue. Alors d'abord, un petit mot sur Rebecca Solnit. C'est une des plus grandes féministes américaines. Elle a 63 ans, elle a écrit une vingtaine de livres et c'est à elle qu'on doit l'expression que vous avez sûrement beaucoup utilisée ici, qui est le mansplaining. Vous savez, cette arrogance très masculine qui est d'expliquer les... Oui, c'est quand un homme vous explique ce que vous savez, ce que je suis en train de vous faire à vous. Et voilà, Comment on fait exactement. C'est quand un homme, avec beaucoup d'arrogance, explique à une femme ce qu'elle sait déjà et souvent mieux que lui. Rebecca Solnit, en effet, n'est pas optimiste stricto sensu, mais elle est pleine d'espoir. En tout cas, elle ne cède pas au désespoir et elle écrit, je la cite, « De mon vivant, le féminisme a accompli un travail époustouflant. Je ne trouve pas qu'il y ait matière à s'attrister si nous n'avons pas réussi à effacer 2500 ans de patriarcat en 60 ans. Ce qu'il manque vraiment... » Ce ne sont pas les femmes qui combattent et qui résistent, ce sont les hommes qui devraient, selon elle, créer un vaste mouvement parce que les hommes ont tout à gagner au féminisme, ont tout à gagner à vivre dans une société plus égalitaire. On s'intéresse aussi aux femmes. En fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une femme aujourd'hui ? Eh bien, finalement, la question se pose. Dans le monde anglo-saxon, il y a une vague réactionnaire qui vise à redéfinir ce que c'est qu'une femme en limitant la définition de la femme au sexe biologique, ce qui est un non-sens sur le plan scientifique. Néanmoins, ça devient un sujet politique très fort. Alors en Angleterre, la Cour suprême, le 16 avril, a statué pour dire qu'une femme se définissait uniquement selon des critères biologiques. Les premières victimes de ces mesures vont être les femmes trans, qui risquent d'être exclues de certains espaces, qui risquent de voir leur transition, leur reconnaissance juridique mise en difficulté. Donc tout ça est une offensive anti-femme, et
parmi les femmes, en premier lieu anti-femmes trans. Aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, c'est vraiment le cheval de bataille des conservateurs, ultra-conservateurs. Et d'ailleurs, le site américain The New Republic, le site et le journal The New Republic, qui est de gauche, évidemment, souligne que c'est une question extrêmement stupide, je cite, qui taraude les conservateurs. Et d'ailleurs, les conservateurs qui parlent de l'extrémisme de l'idéologie de genre, un petit peu comme l'extrême droite en France, d'ailleurs, pour finalement enlever des droits aux femmes et s'attaquer principalement, parmi les femmes, aux trans et aux lesbiennes, aux bi, aux minorités, aux femmes racisées. Sur les États-Unis, précisément, les femmes trans sont un peu dans l'œil du cyclone avec Donald Trump. Elles sont visées par ses politiques et elles sont désormais en danger. Je vous propose de regarder ce reportage de Camille Gutin. Sur son campus de Floride, Nina, jeune étudiante transgenre de 19 ans, subit au quotidien les insultes et les menaces. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la jeune femme a le sentiment d'être en danger permanent. C'est très effrayant. Quand je sors en public, il n'y a aucun moment où je n'ai pas peur de me faire attaquer. Les gens me regardent bizarrement partout où je vais, ils me fixent et ils m'insultent de travelot, tapette. En Floride, comme dans d'autres États, la législation interdit désormais aux personnes transgenres d'utiliser les toilettes qui ne correspondent pas à leur sexe biologique. Mais l'étudiante a décidé de ne pas respecter la loi. Le souci, c'est que légalement, je ne peux pas utiliser les toilettes que je préfère. Donc selon la loi, je fais quelque chose d'illégal. Je pourrais avoir une amende, aller en prison ou même être qualifiée de délinquant sexuel. Mais malgré cela, je continue. C'est un acte de résistance. Car depuis l'élection américaine, les personnes transgenres sont devenues les cibles favorites de Donald Trump. Il n'y aura que deux genres, hommes et femmes. Même dans les couloirs du Capitole, le débat fait rage. Cet élu démocrate transgenre pourrait ne plus avoir le droit d'utiliser les toilettes pour femmes. Lors d'une réunion, son collègue républicain choisit volontairement de ne pas lui appliquer le bon genre. Le représentant du Delaware, M. McBride. Un député démocrate le reprend violemment. Vous n'avez aucune décence. Vous ne continuerez pas cette session avec moi, à moins que vous ne présentiez cette représentante élue correctement. La session est ajournée. Récemment, l'administration Trump a même demandé à ce que toutes les personnes transgenres soient licenciées de l'armée. Brie Farm, transgenre et colonel. Elle a servi dans les opérations en Irak, mais elle pourrait bientôt perdre son poste au Pentagone. Un retour en arrière selon elle. Honnêtement, je suis très triste pour le pays et ce que ça représente. On a prouvé depuis près de 10 ans qu'on avait la capacité d'être dans l'armée. On a fait voler des avions de combat, on a commandé des navires de guerre. Et c'est la preuve que les personnes transgenres ont excédé toutes les normes requises pour être dans l'armée. Plusieurs procès contre la décision de Donald Trump sont toujours en cours. Mais les attaques sont aussi physiques. En 2024, 32 personnes ont été tuées aux États-Unis à cause de leur identité transgenre. Pour résister, certains ont choisi de prendre les armes. Ce que je porte quasiment tout le temps avec moi, c'est le pistolet. Je ne le mets pas dans mon sac, mais il est toujours dans ma voiture. Vi et Maeve sont deux femmes transgenres. Vi a commencé à s'intéresser aux armes il y a 2 ans à cause du climat politique. Elle n'avait jamais tiré avant. Plie les hanches, comme ça tu pourras te pencher un peu plus et ça ne bloquera pas tes jambes pour tirer. Aujourd'hui, se protéger est devenu une nécessité selon elle. Si quelqu'un décide que je dois mourir, je ne veux pas lui laisser cette chance. Je ne veux pas être sans défense. Si je peux me défendre, je peux être en paix et en sécurité. Les gens pensent qu'on est une menace existentielle pour eux. Nous ne le sommes pas. Mais la peur crée des situations où les gens se comportent très dangereusement. Depuis le début de l'année, 83 nouvelles lois visant à restreindre les droits de la communauté transgenre ont été adoptées partout dans le pays. Ça, c'est du côté du backlash, le retour en arrière sur les droits des femmes. Mais il y a quand même des choses qui progressent, et notamment en Suède avec la ville d'Umeå, qui a décidé de balayer devant sa porte et de devenir une municipalité de l'égalité de genre.
Oui, il y a deux personnes à la municipalité qui sont en charge de ces questions. Et alors, il y a des façons de faire très concrètes. Par exemple, concevoir le mobilier urbain pour des personnes qui ont une taille moyenne de 1,65 m. Ne pas avoir de recoins sombres dans les tunnels, etc. Déneiger en priorité les espaces piétons, et donc pas penser d'abord à la voiture et donc aux hommes. Aussi réserver les créneaux du stade de foot pour les entraînements de foot à l'équipe la plus performante, qui en l'occurrence est l'équipe féminine. Voilà, il y a énormément de choses qui sont mises en place, qui fait qu'à Oumeyo on vit bien, les femmes vivent mieux, mais les hommes aussi. Dernier point sur l'espace intime cette fois. On quitte la sphère publique et on se rend dans un lieu tabou, celui de la littérature érotique. Ça a longtemps été tabou en tout cas, mais ça l'est de moins en moins au féminin. Souvent, quand on parle de sexualité féminine, on verse dans les métaphores horticoles. Donc on parle de boutons de roses, de petites fleurs qui s'épanouissent, etc., voire de semences. Et il y a tellement de métaphores horticoles et florales que ça ressemble plus souvent à du jardinage qu'à de l'érotisme. Et les choses changent justement. On utilise maintenant des mots plus anatomiques. Par exemple, le mot clitoris apparaît 14 fois plus aujourd'hui qu'en 2000 dans la littérature publiée en anglais. Et les nouveaux textes érotiques, qui marchent souvent très bien sur les nouveaux formats, sur en e-books, etc., ces nouveaux textes, ils sont principalement écrits par des femmes, principalement publiés par des femmes, principalement lus par des femmes. Point notable, les héroïnes sont extraordinairement belles, ont des prénoms hors du commun et ont souvent des super pouvoirs. Comme la télépathie ou autre. Et donc, ça dit quelque chose aussi de notre époque, peut-être une volonté de s'échapper un petit peu parce que le monde est très difficile, mais peut-être aussi une nouvelle prise de pouvoir des femmes. En littérature érotique, on arrête avec le jardinage, mais on continue à cultiver son jardin, comme disait Voltaire. Merci beaucoup Ingrid. Merci. Je vous dis à très vite pour une prochaine intervention sur ce plateau pour nous parler de ce qui se passe chez Courrier International. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur France 24.